Je présente François Bellemare, c'est notre conférencier de ce soir. C'est un chimiste de formation, fait que quand même un peu en sciences, spécialisé aussi en environnement et en biophysique. Fait que c'est quand même des domaines qui peuvent avoir rapport avec la conférence. Ses expériences professionnelles convergent dans l'enseignement, les charges de cours universitaires, la recherche et le développement en biologie synthétique dans les laboratoires académiques et privés, et la gestion d'entreprise. Il a une trentaine de publications, PubMed, ça s'appelle, des brevets, un livre et une centaine de présentations lors de colloques internationaux. Il est toujours actif en sciences, il y a plusieurs articles, et dans la société, environnement, bénévole au CHSLD, et il fait partie d'un groupe de mobilisation climat Trois-Rivières, dont M. Bertrand Toupin et moi-même, Roger Toupin, sommes ensemble à essayer de faire bouger notre maire et tous les conseillers pour qu'on puisse réagir positivement pour changer des choses, pour qu'on puisse continuer de survivre, en tout cas. Et je vous laisse sur ce. François Bellemare. Merci. Merci, Roger. Je tiens à remercier Clément parce que j'ai demandé il y a un an s'il acceptait que je présente quelque chose. Parce que, en fait, j'ai commencé à venir aux rencontres philosophiques il y a à peu près un an. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était un truc captivant, motivant également. Puis je venais d'écrire un article justement qui avait été accepté dans la revue des questions scientifiques. Comme je n'avais pas de réponse de Clément, quand j'ai demandé, probablement il savait pas qui j'étais. Je n'inviterai pas n'importe qui, là, quand même. Même si on est des philosophes, on accepte tout le monde, mais il y a une limite. Fait que j'ai envoyé l'article, il a lu l'introduction, ça a l'air intéressant. Fait que là, il a dit, quand tu peux venir? Ben, quand tu peux, c'est pas moi qui décide. Finalement, ça avait été cédulé pour le printemps passé. Heureusement, parce que je n'aurais pas été prêt comme je l'ai été aujourd'hui, comme je le suis aujourd'hui. Parce que ce premier article-là que j'avais écrit dans la revue des questions scientifiques, j'avais promis à l'éditeur qu'il y aurait une suite. L'article est publié il y a 2 ans. Je n'ai pas trouvé la suite encore. C'est pas évident. Mais la suite, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions, vous allez voir. Plus de questions que de réponses, je pense bien. J'aimerais que vous m'aidiez à trouver la suite de l'article. Alors, je suis chimiste de formation, oui, puis biophysicien. J'ai travaillé en biologie synthétique. Ce qu'on appelle biologie synthétique, c'est d'extraire justement des enzymes, des lipides, de toutes sortes de contenus cellulaires, les extraire, les purifier, puis après ça, d'essayer de les faire fonctionner comme tels dans des systèmes artificiels. Puis, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Alors, c'est ça qu'on appelle ça biologie synthétique. Alors, durant toute ma carrière de chimiste, biochimiste, biophysicien, je m'intéressais aux questions du vivant, de l'origine de la vie. Mais comme la science est très déterministe, ce qui me préoccupait, c'était de réussir mes expériences. Et non de me questionner. Mais là, je suis allé à la retraite depuis 5 ans. Là, j'ai le temps. Fait que j'ai relu des livres que je conservais depuis une quinzaine d'années. Puis c'est ça qui m'a donné l'idée, justement. Puis c'était tout des livres sur le questionnement du vivant. Tout le titre, la matière à l'origine du vivant. Est-ce que c'est une utopie? Alors on va voir jusqu'où ça m'a amené. Peut-être pas bon encore. Alors à vous autres, quelles sont vos interrogations concernant ce thème? Alors, quand je dis que je n'ai jamais eu de cours de philosophie, c'est faux. En première année du bac, on a eu un cours de philosophie, on avait 3 auteurs à lire. Un, c'était Claude Bernard, sur la méthode expérimentale.
Le deuxième, c'était alors Desjardins, le phénomène humain. Puis le troisième, c'était Henri Bergson, sur l'évolution créatrice. Alors ça, c'était en 1965. C'était des livres qui venaient de sortir, tout ça aussi. La philosophie s'est arrêtée là du côté scientifique. Alors ça, je tombe en chimie, en mathématiques, en physique. C'était plus pareil. Mais justement, c'est la jonction entre les deux que je veux tenter de faire. Alors, des structures surprenantes, inattendues, voire spontanées. Alors, quand on parle du vivant, si on parle de matière pour aller vers le vivant, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des choses spéciales qui se passent dans la nature. Par exemple, des nuages laminaires. Au début, je pensais que c'était des montages de photos. Je suis allé fouiller sur Internet, puis c'est pas des montages de photos. Ça arrive souvent, peut-être pas si souvent que ça, mais dans les régions montagneuses, que les nuages s'étalent de cette façon-là. Puis également des nuages qui vont aller en rouleau. Donc, ce n'est pas une façon conventionnelle de représenter les nuages. Ce n'est pas la façon usuelle qu'on voit les nuages non plus. La même chose, si on fait la séparation en milieu solide, on a l'habitude d'avoir des séparations en milieu liquide. De l'huile dans l'eau, une vinaigrette ou quoi que ce soit, on attend, ça finit par se séparer. Mais les séparations en milieu liquide, ça se fait également. En milieu solide, pardon, merci. Alors, on voit ici tout simplement un mélange de, ça peut être un mélange de sable de différentes grosseurs, puis dépendamment de la rotation, puis tout ça, on va finir par les séparer. Puis si on augmente la vitesse à nouveau, ça va se remêler. Puis si on attend graduellement, ça va refinir par se séparer à nouveau. La même chose, en fait, au niveau de la rotation de la Terre, c'est des questions que je me posais. Comment se fait que les gisements de matériaux, les gisements de métal se retrouvaient toujours ensemble et non mêlés partout? Pourquoi c'est pas homogène? Mais c'est probablement dû à la rotation de la Terre. Alors ça également, c'est des structures qui sont inexpliquées. On n'est pas capable de savoir pourquoi ça se fait comme ça. La même chose d'une petite molécule comme la molécule d'eau, c'est simple, H2O, pas compliqué. Mais ça a un comportement absolument formidable au niveau chimique. C'est peut-être pas pour ça, pour rien qu'on en a 90% dans l'organisme. L'eau a des propriétés vraiment formidables, comme je l'ai mentionné. Alors, on peut considérer comme étant la molécule d'eau isolée, comme dans la glace, elle a un comportement de molécule d'eau isolée. Ou bien dans l'eau, elle a une structure qui est différente. Regardez les petits points, les petits traits en pointillés qu'il y a entre les structures de deux molécules d'eau. Dans la structure, en fait, les deux boules blanches, c'est l'hydrogène, puis la boule rouge, c'est l'oxygène. Donc, ça fait une molécule d'eau. Alors là encore, à cause de certaines structures, certaines spécificités, l'eau a un comportement spécial qui n'est pas usuel. Alors, il y a beaucoup de choses dans la nature qui ont un comportement spécial qui est inattendu, qui est non usuel. La même chose, si on continue, ici, c'est un polypeptide. Ce sont les structures de base des protéines. Alors, la même chose ici, on a des acides aminés, puis on trouve encore les moins petits traits pointillés qu'on trouvait entre les molécules d'eau. C'est ça qu'on appelle les ponts hydrogènes. Ça, ces ponts-là s'établissent normalement entre deux structures. C'est ces liaisons-là qui majoritairement maintiennent les structures ensemble. Tout simplement des interactions, comme une interaction électromagnétique entre deux charges. La même chose, si on va au niveau des structures des protéines, les protéines sont fabriquées uniquement, toutes les protéines de l'organisme, uniquement à partir de 20 acides aminés différents. Dépendamment de la suite des structures, des acides aminés qu'on va retrouver dans le polypeptide, on va avoir des structures tout à fait différentes. Encore là, une fois, dû au pont hydrogène qui s'établit entre les acides aminés. Puis pas juste ça, c'est que si on retourne encore dans les protéines, puis on mélange les suites d'acides aminés, on va se trouver avec des protéines différentes, qui vont même avoir des structures et des fonctions différentes. Ça, c'est tous des systèmes qu'on trouve dans le vivant. Puis c'est tout à base de simples
atomes, également de simples molécules. Mais c'est tout simplement le mélange différent, les interactions différentes qui font en sorte qu'ils vont avoir des comportements, des fonctions différentes. La même chose si on prend les sucres. Les sucres, quand un sucre isolé, ça a des propriétés d'énergie pour la cellule. Au niveau du métabolisme, le sucre va se scinder, puis il va permettre de produire l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de la cellule, également le fonctionnement du vivant. Mais si les sucres font des polymères, ça va faire des celluloses, ça va faire de l'amidon, ça peut faire de l'adenine, ça peut aller jusqu'au bois. Alors là également, c'est des simples sucres qui sont alignés comme des polymères, des simples molécules qui font en sorte qu'on va retrouver une structure qui est dure. La même chose, les mêmes sucres, on va les retrouver dans ce qu'on appelle les chitosans. Ça, ce sont les molécules, les structures, les carapaces, les squelettes des organismes marins. C'est uniquement des sucres qui sont liés à eux autres, en bas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'origine, c'est toujours à peu près les mêmes molécules qu'on va retrouver dans tout le monde du vivant. Sauf que ça dépend comment c'est structuré. Si on parle des nucléotides, si on prend un nucléotide simple, c'est un contrôleur très important des activités cellulaires. Si on en fait des polymères, on va appeler ça des acides nucléiques, un ARN. Là encore, c'est des molécules excessivement simples, mais qui sont toutes conjuguées l'une à côté de l'autre, puis ils sont structurés avec des liaisons hydrogènes qui maintiennent la structure comme ça. Si on va un peu plus loin, si on a une hélice double de nucléotides, on va appeler ça des ADN, puis la fonction que ça va avoir, c'est de conserver puis transmettre les acquis cellulaires. Encore là, c'est toutes des molécules simples qui sont juxtaposées. C'est ça les polymères. C'est toujours la même molécule qui se répète. Puis c'est des molécules simples. Si on voit un système un peu plus compliqué, un peu plus structuré, maintenant c'est des macromolécules, des protéines, des acides nucléiques, des lipides. On va appeler ça un virus. Dépendamment de la composition des lipides, des acides nucléiques et des protéines qu'on va avoir des virus différents. C'est pour ça que les virus sont toujours différents. Parce que la composition n'est pas la même. Un virus, c'est non fonctionnel. Ce n'est pas un organisme vivant. C'est juste un mélange, c'est des macromolécules. C'est un polymère, un virus. Ça a besoin du vivant pour être vivant. De même, ça faut bien. Si on va au niveau des membranes cellulaires, là encore, c'est des molécules simples qu'on appelle des lipides. C'est juste des chaînes hydrocarbonées, des chaînes de carbone, un peu comme du beurre, la graisse, n'importe quoi, c'est ça, les lipides. Le pétrole, c'est la même structure que les lipides. Ça devrait dire. C'est ça qu'ils disent que c'est la décomposition des organismes qui fait en sorte la fossilisation, tout ça, qui est constitué à l'établissement des couches de pétrole. Mais si on présente des lipides dans l'eau, ça vous l'avez sûrement déjà fait, ça fait des bulles. Le savon, des lipides. Ça fait des bulles, du savon. Les membranes cellulaires, c'est des bulles de lipides. C'est imperméable. C'est une frontière également. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. Tout est simple. Maintenant, à savoir est-ce que ces molécules-là, ça a été créé ou bien si ça a été fait. La majorité ont été faites en laboratoire. Même plus que ça, il y en a plusieurs de ceux-là qu'on trouve dans des comètes. Ça veut dire que c'est des molécules qui sont faites spontanément.
dans la nature, puis qu'éventuellement, ils se sont rassemblés pour, si on enlève le mot utopie tout de suite, pour faire le vivant. Alors, c'est la complexification des systèmes, la complexification des structures chimiques qui sont à l'origine du vivant. Ça revient au titre de la conférence. Est-ce qu'on parle de rencontre fortuite entre les molécules ou bien d'auto-organisation? Il y a un certain consensus et caractéristiques fondamentales du vivant. Une capacité des organismes à synthétiser leurs propres constituants à partir des constituants internes ou externes. Possibilité de reproduction avec ou sans variation, ouvrant la porte à une évolution vers des formes vivantes autres. Alors, c'est ça qui sont des systèmes auto-organisés. Le système vivant conjugue des caractéristiques, une structure, une fonction. C'est ce qu'on a montré dessous. Il y avait toutes sortes de structures, même vous pouvez en avoir en tête également, des structures qu'on ne peut pas expliquer pourquoi ces structures-là existent en nature. Et également les fonctions. À partir d'une macromolécule, on peut avoir diverses fonctions dépendant comment elle est agencée. Maintenant, pour le vivant, il y a un plus, les pointillés. J'espère que vous allez m'aider à mettre de la viande, les pointillés. Une algue bleue. C'est probablement une des bactéries les plus vieilles. Peut-être 3 milliards d'années dans les systèmes vivants. Il n'y a rien qui est organisé dedans. C'est une enveloppe de lipides, comme on a vu. Puis après ça, il y a tous des systèmes à l'intérieur, avec différentes fonctions. Mais déjà, c'est caractérisé. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Une fois qu'il y en a eu une de formée, il y a eu l'explosion. Tous les systèmes vivants. Donc, c'est des systèmes évolutifs. C'est des auto-organisations évolutives. La matière à l'origine du vivant, est-ce que c'est une utopie? Si on définit utopie, c'est quoi? Une projection vers le futur à un présent amarré au passé. Ça peut être une définition scientifique là, ou physique. Mais j'ai trouvé que ça avait de l'allure. Je me souviens pas où j'ai pris ça, ça vient pas. J'ai trouvé bon. Oui. Donc, il a passé le présent, le chemin tracé, la mémoire du chemin puis la projection. Si on va aller du côté de la matière qui va aller lentement vers le vivant, c'est par là qu'il faut qu'elle passe. Il faut que les macromolécules se souviennent comment ils sont fabriqués. Il faut qu'il y ait une mémoire inscrite dans la macromolécule. Pourquoi? Parce que c'est des forces physiques, physico-chimiques qui maintiennent les structures. Alors, si vous voyez, par exemple, en chimie, quand une réaction chimique, généralement, dans les mêmes conditions, ça va toujours donner les mêmes produits. Si vous changez les conditions, les produits vont être différents. Mais si vous gardez toujours les mêmes conditions, ça va toujours être fait pareil. C'est la même chose que les macromolécules. Si vous gardez toujours les mêmes conditions, vous allez avoir le même résultat. C'est pas plus simple, si on fait un gâteau, c'est pareil. Gardez les mêmes proportions, vous allez avoir le même gâteau tout le temps. Donc, il y a une historique. La même chose pour les macromolécules, il y a une historique qui est là. Parce qu'il y a le contexte qui est là. Il faut toujours que ce soit fait de la même façon.
On prend comme exemple, pour le passé, aller on verra tout à l'heure, mais on a toujours pensé que tous les systèmes tendaient vers l'équilibre. Tous les systèmes tendent vers l'équilibre. Si on prend comme exemple l'eau, alors tout le monde sait que si on prend un diagramme de phase, qu'on appelle, en bas de 0, c'est solide. Quand ça arrive à 0, si on chauffe un peu, on va passer à l'état liquide. Si on chauffe encore plus l'état liquide, ça va passer à la phase vapeur. Même il y a moyen de passer de l'état solide, même en phase vapeur, si on joue avec les pressions, si on enlève l'air, tout ça, ça va être de la sublimation. Tout le monde a vu disparaître des blocs de gaz d'un congélateur. C'est de la sublimation qui se passe tout simplement. Il y a quelque chose de spécial dans le cas du diagramme de l'eau, à cause des interactions hydrogènes qu'on parlait tout à l'heure. À 4 degrés, vous allez avoir de la sludge. Vous savez, c'est quoi la sludge? C'est intéressant. Ben, c'est à cause des liaisons hydrogènes entre les molécules, ils ne veulent pas se lâcher. Fait que ça prend encore plus d'énergie pour qu'ils se séparent, tout simplement. La même chose, un autre exemple d'équilibre chimique. Les notions acide-base dans l'eau. Le pH et sa relation avec le pOH. Il faut que la somme des deux soit toujours 14, c'est pas mêlant. Bon, pH plus pOH égale 14. Ça vient des constantes, tout ça, mais là, c'est pas grave. Ça me rappelle quelque chose. Si on regarde au niveau des variations de composition de l'atmosphère, fonction du temps écoulé. Regardez, l'oxygène est arrivé juste après 2000 ans, à 2 milliards d'années. Après ça, on avait le CO2 puis de l'eau. Donc, c'est toujours les mêmes molécules de base qui reviennent. L'eau, CO2, vous avez le méthane, puis vous avez l'ammoniac. Ça a pris juste ces 4 molécules-là au départ, il y a des milliards d'années, pour partir la formation des lipides, partir la formation des sucres, partir la formation des acides aminés. C'est pour ça qu'ils ont réussi à les synthétiser en laboratoire. Ça, le tableau qu'on avait tout à l'heure, c'est toujours partir avec des précurseurs qu'on appelle, qui sont simples. Puis on trouve les conditions expérimentales qui font en sorte que ça va se conjuguer pour former des sucres, former des lipides, former des acides aminés. Une fois que les acides aminés sont formés, c'est facile de les conjuguer ensemble pour faire des peptides, des protéines, etc. Alors, tout ça, c'était fait en laboratoire. Au niveau de l'homéostasie sanguine, ils ne sont pas cassés la tête non plus. Hein, c'est le CO2, H3, CO2 qui est régi par les poumons, l'ammoniac c'est par les reins. Puis quand c'est dans l'eau, ben, c'est du H2SO3, du NH4OH, donc on trouve la fonction acide, la fonction basique, tout est régulé de même. Ça faut réguler de même. Même dans une cellule, c'est comme ça. Ça serait la composition du sang? Non, c'est dans. Oui, en fait, c'est le type de régulation qu'on va retrouver au niveau du sang, par exemple. En sciences, même dans la biologie, dans la biochimie, biophysique, sciences du vivant, on a toujours été réductionnistes. On amène toujours ça aux sciences physiques pour être capable d'expliquer ce qui se passe. C'était simple avant. Alors, le présent, qu'est-ce qui n'allait plus au 20e siècle? Maintenant, ça s'est compliqué. Parce qu'ils se sont mis à faire des découvertes. Alors, la science physique basée sur les équilibres et la réversibilité et la thermodynamique des systèmes fermés. Donc, on considérait qu'un système était fermé, puis qu'il n'y avait rien d'autre qui se produisait. Toute la chimie, toute la physique était basée là-dessus. C'est pour ça que la chimie était basée sur les équilibres dynamiques. L'évolution biologique, elle était basée sur la téléonomie, qui cible une finalité. Donc, on se passe à la tête.
On vient des extraterrestres, puis c'est Dieu, puis on s'en va vers Dieu, en regardant, c'est tout. On ne parlerait pas d'autre chose que ça, c'est ça. La dynamique sociale et économique était basée elle, sur le pseudo-darwinisme, qui fait l'affaire de plusieurs. La loi du plus fort, encore la même, on a même, pas loin d'ici. C'est le plus fou. Ça a pris des changements de paradigme. Il y en a eu par Newton, quand même un grand scientifique, Descartes, Kepler, Galilée. Ils ont établi les bases de la science physique classique, prévisible, répétitive et réversible, déterministe, développement d'outils mathématiques pour valider l'hypothèse. C'est eux qui ont inventé Newton, le calcul différentiel un peu avant aussi. Alors ça veut dire que tout était déterminé, on peut calculer. Puis on peut savoir prédire à partir de la science. En 1910, c'était tout à fait vrai. Il y a des bonhommes comme Bohr, Einstein, Maxwell, Boltzmann, Planck, qui sont arrivés avec l'histoire de physique quantique. Ils sont arrivés avec les dualités électromagnétiques, la relativité. C'était encore déterministe parce qu'on connaissait pas mal ce qui se passait. On était capable de prédire. Développement d'outils mathématiques encore pour valider l'hypothèse. On a travaillé beaucoup sur les distributions et les probabilités. C'était la mécanique quantique et pour baser là-dessus. Ça ne marchait pas encore. Il y a encore des affaires qui ne marchaient pas. Donc, il y a des bonhommes comme Zagreb, Prigogine, von Bertalanffy, qui sont allés en physique statistique, qui se sont rendus compte qu'ils commençaient à avoir des fluctuations. Les systèmes ouverts, c'était plus les systèmes fermés, évolutifs, loin de l'équilibre, dissipatifs, auto-organisés. Commençaient à compliquer les affaires. Non prévisible, incertain développement de modèles organisationnels. Donc, les sciences physiques, ça ne marchait plus, donc ça marchait avant. C'était simple avant, vous saviez tout. C'est de l'incertitude. C'est indéterminé. Avant, c'était déterminé. Maintenant, c'est indéterminé. Tu ne sais pas où ton système va s'en aller. Pour les sciences biologiques, en fait, si on fait un générique aussi, Mendel en 1840, les lois de la génétique. Ensuite, Lamarck, Wallace, puis Darwin, 1860, à peu près dans le même temps, théorie de l'évolution et de la classification des espèces. Même dans la littérature, on dit que si Darwin avait cru ou bien rencontré Mendel, ça allait beaucoup plus vite. Parce que Mendel n'était pas connu, il avait publié dans le bottin paroissial. C'était un prêtre. Non, mais en fait, sa publication, en fait, lui, il jouait avec ses typos. La publication, ça ne l'intéressait pas. Ensuite, Watson et Crick, William, en 1953, eux autres, ils ont découvert la structure des acides nucléiques, l'ADN. Fait que là, la génétique, tous ces systèmes-là, la biologie moléculaire, ils ont pris leur envol. Aussitôt qu'ils ont commencé à comprendre comment ça pouvait fonctionner. La même chose au niveau des sciences humaines. Il y a eu la Révolution française, début de la fin de la royauté, changement de paradigme social. Fait que tout s'est fait à peu près dans le même temps, autant au niveau scientifique, au niveau biologique, au niveau physique, chimie, au niveau biologique, au niveau des sciences humaines également. Ensuite, il y a eu la démocratie, le pouvoir du peuple, les élections de dirigeants, la laïcité également. Ça, la laïcité a contribué beaucoup à... Ensuite, il y a eu la mondialisation, l'après-guerre, formation de l'ONU, les ententes, communication étendue. Fait que tout évolue tout le temps. Même niveau social, au niveau biologique, au niveau physique. Ici commence mon incertitude, et je vous la partage. Alors, les structures et les fonctions du vivant sont connues, le système est actif, mais on ne sait pas comment ça marche.
c'est le plus. On connaît les structures, on connaît les fonctions, on ne sait pas comment ça marche. Comment ça fait que ça marche ensemble? Certains misent sur la biologie moléculaire, d'autres plus généralistes sur l'organisation dynamique des systèmes. Au niveau de la biologie moléculaire, le rôle et fonction des acides nucléiques, c'est ça qui est la biologie moléculaire. Donc, on joue avec les acides nucléiques. Tout avait probablement commencé avant leur avènement. Ça veut dire qu'il y a eu des systèmes vivants avant que les acides nucléiques arrivent dans le système. Au niveau de l'organisation du vivant. Jean-Marie Pell, j'aime ça, cette phrase-là. Le tout gêne me gêne. Alors, une piste, si on va du côté de la théorie générale des systèmes, les structures dissipatives, les systèmes loin de l'équilibre, les états stationnaires, ouverts et adaptés. C'est ce qu'amène la théorie générale des systèmes. Le maintien de toute organisation dans la nature ne peut pas se faire selon un ordre préétabli. Toutefois, une structure de base, un squelette doit être présent afin d'intégrer les fluctuations. En fait, au niveau du vivant, quand on parlait des lipides, des sucres, des polypeptides, des nucléotides, ça peut être le squelette du vivant. Si on compare les deux, au niveau des machines, fabriquées, donc ça c'est la thermodynamique d'avant, mais c'est encore long. Puis auto-organisé, c'est quoi les distinctions entre les deux? Alors les premières, structures conçues et fabriquées, machines, ordinateurs, basées sur les lois de la mécanique classique. Donc ce sont des systèmes qui sont réversibles et en équilibre. Alors quelles sont les caractéristiques que ça donne? Les structures sont conçues par des processus externes au système. Donc, c'est la construction du système. Les processus dissipatifs limitent les fonctions de la structure. Ça veut dire qu'il y a une capacité globale. Tu ne peux pas aller plus vite, tu ne peux pas aller plus grand, tu ne peux pas aller plus petit, parce que tu conçois au départ ton architecture. Ensuite, la structure et la fonction sont clairement différenciées lors de la conception. La structure est conçue pour effectuer une fonction définie. Puis généralement, les machines ne s'entretiennent pas d'elles-mêmes. Si on va du côté des systèmes auto-organisés, les structures dissipatives encore, systèmes loin de l'équilibre, les états stationnaires, ouverts et adaptés. Si on prend comme exemple les organismes vivants, là, on va tout comprendre le descriptif que ça met. Ces structures émergent spontanément vers des processus dissipatifs d'entropie. Les processus dissipatifs sont essentiels pour le maintien du système. Sinon, ils cessent d'exister. Leur structure et leur fonction n'est pas toujours clairement différenciée. Un peu comme les sucres. Ouais, ça peut servir d'énergie, mais si tu polymérises, ça sert à d'autres choses. Tu as des nucléotides qui contrôlent tout au niveau cellulaire, mais ce qui est fait, si tu en fais un polymère, ça devient un acide nucléique. Tu as des acides aminés qui peuvent agir comme précurseurs aux autres. Si tu fais des polymères, ça va devenir des protéines. Si tu changes la composition du polymère, ça va être une protéine différente avec une fonction différente. La structure crée la fonction. Les structures auto-régénératrices, le système peut fournir du travail. Alors, le système vivant, ça a été créé. Il y a eu une téléonomie, ça veut dire qu'une orientation. Puis depuis les années 50, c'est que les organismes vivants sont des systèmes ouverts, des auto-organisations en continuelle adaptation et interaction avec leur milieu. Ce qui en fait des systèmes robustes et flexibles aux variations. Alors, on voit souvent dans les diagrammes des bifurcations, des instituts dans l'organisation des systèmes. Plus on s'éloigne de l'équilibre, plus les bifurcations deviennent complètes, moins ils sont prédictibles.
J'aurais dû rire avant. C'est-à-dire que plus on est loin de l'équilibre, moins on se souvient de l'origine. Quand tu es près de l'équilibre, tu peux avoir un retour, donc tu te souviens de l'origine. Mais quand tu étais loin dans tes bifurcations, tu sais plus ton origine. Tu sais pas d'où ça vient. Alors, un système, c'est quoi si on définit un système? C'est un ensemble d'éléments en interaction entre eux et avec leur environnement, et donc de plus en plus performant. Parce que le système se nourrit de son environnement. Il est évolutif. Alors, on peut parler des systèmes des acides nucléiques, des systèmes neuronaux, les systèmes immunitaires, les cellules souches, les cellules qui se spécialisent dans un organe. Il n'y a rien de télécommandé là-dedans, dans ces systèmes-là. Les systèmes sanguins, l'embryogenèse, les systèmes quantiques, la pensée, le langage, la formation de la personnalité via les états d'âme, les écosystèmes, modification et adaptation, système économique, système social, la cybernétique. Tout ça, ça rentre dans la théorie générale des systèmes. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la compréhension de un va aider à comprendre comment l'autre fonctionne. Alors, on revient à notre explosion. Changer un peu de titre. Alors, perfectionnement du système vivant. Tout origine de ce qu'il appelle un race universel common ancestor. Ils ne sont pas trouvés encore. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a éclaté le monde? C'est un autre Big Bang qui est arrivé à l'intérieur de l'autre Big Bang, mais là, c'est le vivant qui a émergé de ça. C'est bon. Alors, pour en revenir à un philosophe, ça fait 6 mois que je me penche là-dessus. Moi, je veux tout auto-organiser tout le temps. Alors, l'idée me vient que tu es une algue avec du temps en plus. Tu es du temps greffé sur l'algue. Ça, c'est Jean Dormesson dans la douane de mer. Alors, je trouvais que la phrase correspondait très bien avec. On a peut-être besoin d'un nouveau paradigme. C'est pour ça que je suis arrivé avec des paradigmes tout à l'heure qui ont changé. En 1900, en 1950, peut-être s'en prendre d'autres, il y a peut-être d'autres choses à découvrir encore. Il y a plusieurs qui disent qu'on n'est pas encore assez intelligent pour comprendre comment ça se pose. Ça ne me dérange pas, je dis ça. Alors, est-ce une erreur de ramener le biologique aux sciences physiques? Parce qu'à date, ça a toujours été ça. Parce que tout s'est centré là-dessus. Est-ce que le scientifique réductionniste, déterministe doit devenir plus inventif, plus créatif, plus intuitif? Comme les peintres qui font des tableaux à partir de 7 couleurs. Comme les musiciens qui font des symphonies avec 7 notes. Comme les écrivains qui rédigent des textes avec 26 lettres. C'est de la création, c'est de l'intuition. Comme le vivant qui s'est construit à partir de 20 acides aminés, 2 sucres, des acides gras, des dérivés azotés, du phosphate et quelques sels de sodium, potassium, calcium, magnésium. Ça donne une bonne recette pour un chausson. Sauf que les conditions externes étaient différentes. Alors ça, c'est les macromolécules bioactives savaient-elles qu'elles allaient avoir des fonctions dans un organisme vivant. Ça rejoint la théorie. C'est l'article que j'ai publié dans la revue des questions scientifiques. La suite, ici commence mon incertitude et je voulais partager. Alors, s'il y en a qui veulent une copie de l'article, ça me laisse votre adresse courriel, puis je vais vous le faire parvenir. Donc, on fasse la deuxième partie, là? Ben oui. C'est une quinzaine, c'est bon. On va prendre la première. Fait que, merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir été présent. Félicitations, François, c'était très clair.
Moi, j'ai des questions que j'ai déjà lues à Monod quand j'étais plus jeune, puis le hasard et la nécessité. Le phénomène de la vie, ça ne serait pas arrivé comme par hasard et avec des règles du jeu, donc une nécessité, et qu'il n'y aurait pas de téléonomie, là, ça va nulle part. Il n'y a pas de but ou d'orientation, où il y en aurait, c'est ma question. Ben, en fait, si on prend la théonomie, il y a un bout de personnel là. Parce que ça également, dans les systèmes, on peut avoir un système organisé, qui a été organisé par l'homme, par après, avec sa pensée et ces choses-là. Les systèmes organisationnels. Mais là, est-ce que ça, c'est dépendant de l'homme comme tel, d'une suite logique à l'évolution ou pas? Ça va être le tome 4 de l'article. Maintenant, au niveau des structures, étant donné qu'on est capable de les fabriquer dans le laboratoire, parce que dans l'explosion, dans le Big Bang, il y a eu toutes les conditions. Il y a eu des conditions extrêmes qu'on n'est même pas capable de reproduire encore dans le laboratoire. Mais c'est sûr que si tu fais un mélange de macromolécules, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait une chose sur le point. Parce que tu n'es pas dans les conditions dans lesquelles de faire autre chose, ou tu as la recette de faire une chose sur le point. C'est sûr que les gens essaient de mêler des macromolécules, d'avoir quelque chose de vivant, puis même d'introduire dans le vivant des molécules autres. Ça ne tient pas longtemps. Ils sont expulsés, c'est pas long. Même quand tu parles de biologie moléculaire, de transgénique, tout ça, c'est pas évident. On va chialer contre les gens de Monsanto, mais au niveau de la génétique moléculaire, ils ont fait quelque chose de vraiment intéressant. En termes de génétique moléculaire, je ne te parle pas du résultat. C'est qu'au niveau des maladies, les gens ils aimeraient ça avoir des succès comme Monsanto en a eu avec le semence. Ça a pris combien de temps? Puis ceux qui étaient là, ou le biochimiste qui a réussi à faire ça, c'est chapeau. Fait que c'est ça, en fait, c'est pour ça, en fait, la présentation, elle pose plus de questions qu'elle amène de réponses. Mais est-ce que, je ne sais pas moi, Un instant. Il y a déjà Moi, j'ai plusieurs questions. Vous parlez de structure et de fonction. Et vous parlez de la création de la vie, comment c'est arrivé, on ne sait pas, tout ça. Sauf que quand on crée une charte de compagnie, par exemple, on crée la structure, on crée, c'est-à-dire on définit la structure, les fonctions, et après ça, on définit des procédures. Les procédures, c'est des actions spontanées, des actions qui font. Mais tout ça, c'est organisé en fonction de l'objectif de l'entreprise. Si l'objectif, par exemple, c'est un bureau d'avocat, la structure va être complètement différente que si c'est un bureau de médecin ou encore un restaurant à Saint-Lévard. Ça fait que y a-t-il moyen d'intégrer cette structure-là, parce qu'avec la procédure, c'est dans ce que vous avez, la fonction et structure. Structure, intégrer la procédure, vous allez peut-être tout en lien ensemble avec l'objectif. Et justement, je vais sauter sur un autre sujet parce que j'ai une autre question, mais il y a une question qui chicote depuis tout à l'heure. J'ai eu un cadeau, oui. J'ai une fille qui est de Californie, puis elle m'a emmené un cadeau. C'était une rose des sables. C'est du sable qui s'est amalgamé. De quelle façon une structure non vivante peut s'amalgamer comme ça d'une façon naturelle? Ben justement, c'est ça qui est le principe de l'auto-organisation. C'est qu'en fait, ta rose des sables, elle va se déshydrater. C'est du sable qui est hydraté, c'est quand il y a l'évaporation de l'eau. Mais ça, tu es capable de reproduire quelque chose de similaire. Si tu mets, par exemple, une solution très sucrée, si tu veux ça mettre une corde dedans, tu laisses déposer le sucre sur la corde, ça va se cristalliser, et la cristallisation va toujours se faire de la même façon. Ça, c'est des trucs que les chimistes ont
quand ils veulent purifier une substance. Maintenant, pour en revenir à ta première question, c'est ça qu'en fait qui est le principe de téléolémie. C'est qu'il y a un but. Tu as une procédure puis un but. Puis c'est ça, cette procédure-là, ce but-là, qui est remis en question. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que si ça avait été ça, en fait, les principaux arguments, ça n'aurait pas été nécessaire que tu aies une explosion de la vie comme il y en a eu. Que tout se tire de chaque côté. Puis, en fait, la téléonomie, par exemple, il y a des exemples qui se donnent, puis celui le plus pertinent que je trouve, là. Est-ce que l'œil a été fabriqué pour voir? Un œil pour le cerveau, ça vaut ça. D'autres questions? Je ne sais pas si je comprends tout. Mais si je reviens à votre première question, la matière est-elle à l'origine du vivant? Est-ce une utopie, point d'interrogation? Est-ce qu'on retourne au Big Bang ou si on retourne dans votre laboratoire? Ah ben, ça peut être à l'intérieur du Big Bang. Parce que si on regarde au niveau du Big Bang, toute la majorité des molécules du tableau périodique existaient à peu près, il y a en fait à peu près 100 000 ans après le Big Bang. Il n'y a pas eu d'autres après. Donc, il y avait du 14 milliards d'années, là, quand on part de là. À peu près. Il y a 13 milliards d'années. Puis le vivant, il est arrivé, lui, il n'est même pas là, il est arrivé à 3,5 milliards d'années. Où est l'origine de tout ça? Il y a quoi? Où est l'origine? Il l'appelle Lucas, c'est un beau nom. C'est parce que ce qui arrive, en fait, les paléontologistes, même les évolutionnistes, tout ça, c'est parce que les premières cellules qui ont fait les archéos, comme l'algue bleue, ces choses-là, c'est des systèmes qui n'ont pas été nécessairement fossilisés. C'est des systèmes qui sont encore vivants, qui sont encore présents. Puis avant ça, c'est eu des structures organiques. Ils sont probablement disparus. Parce qu'ils n'ont pas été capables d'être fossilisés. Ils ne sont pas capables d'en retrouver. C'est pour ça, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il parlait, c'est sur Mars qu'ils ont trouvé de l'eau il n'y a pas longtemps. De l'eau liquide. Là, les évolutionnistes, ils capotent bien. Parce que les autres, dans leur tête, c'est comme si c'était sur la Terre il y a longtemps. On dit peut-être qu'on va retrouver là des systèmes qui ne sont pas évolués encore. Ils n'ont pas encore évolué. De façon à être capable de comprendre les premiers systèmes, comment ils étaient organisés. Parce que si on regarde l'algue bleue, qu'on montrait tout à l'heure, il n'y a rien qui est compartimenté là-dedans. C'est comme une goutte. Tout est mêlé là-dedans. Si on regarde maintenant une structure, de cellules, tout est compartimenté. Puis l'hypothèse veut que ce soit justement soit des gouttelettes informes, ou bien même à la limite des virus qui sont intégrés, qui ont été phagocytés par un système, qui ont formé les diverses structures. Parce que ça, c'est toutes des structures qui sont très spécialisées avec des fonctions très spécifiques. Alors,
dans la théorie générale des systèmes, il n'y a rien qui empêche d'avoir une organisation de systèmes organisés. Mais ça fait une différence que ça soit Un c'est instant. un animal, puis on parle de... Un instant. Et puis, M. Deléa qui avait demandé la parole, à ta gauche, là. Mais puis, redonner à la dame. Oui. Ma question est un petit peu différente. J'ai accroché sur la question des structures dans les systèmes dissipatifs et chaotiques. Est-ce que vous pensez que les attracteurs étranges, les attracteurs de Lorentz pourraient servir de structure justement à ces systèmes-là dissipatifs et en arriver avec un même système à créer des fonctions différentes? Oui. Ma réponse est oui. En fait, j'ai perdu beaucoup de temps avec ça, de façon de parler. Parce qu'à partir des mathématiques, les systèmes de bifurcation, puis les chaos, tout ça, pour voir si un attracteur pourrait être en arrière, oui, ça se peut fort bien. Parce que dans ta structure dissipative, dans ton auto-organisation, il prend l'attracteur. C'est l'attracteur qui lui dit vers où aller. Une façon de parler. J'ai de la misère avec le langage de ça. Mais c'est l'attracteur qui définit vers où aller. Parce qu'il intègre l'attracteur. C'est ça qu'on mentionnait tout à l'heure, il y avait un squelette, puis après ça, il s'auto-organise. Quelque chose qui s'auto-organise autour du squelette. Puis il y en a qui prennent comme exemple, par exemple, le langage. Tu as une structure de base sur le langage. Après ça, tu as des mots qui viennent se dire. Tu as un nom, tu as un prénom, puis tu as une action. Tu as des idées fixes. Après ça, tout se greffe autour de ça. Donc, le langage est une auto-organisation. Pour les exemples qu'il donnait, puis ça c'est dans le livre de Chomsky qui en parle, c'est encore pire quand deux personnes, c'est pas pire. En fait, il donne comme exemple quand deux personnes qui n'ont pas la même langue veulent communiquer entre eux. Comment ils le font? Comment la structure se fait? Puis c'est là qu'on doit voir comment la structure du langage se fait sur chacun. Fait que ton attracteur, c'est les deux qui veulent communiquer ensemble. En fait, c'est la communication entre les deux. C'est ça qui est ton attracteur. Et après ça, les deux langages se structurent. La même chose quand on lit Christophe André, les états d'âme. Pour monter une personnalité, il y a divers états d'âme qui s'organisent autour du squelette, autour de la structure qui est l'humain et la personne. Après ça, tu vis, tu te structures à partir de tes états d'âme. Donc, tu viens évoluer avec tes états d'âme. Tu viens évoluer avec tout ce qui se passe. C'est pour ça que la théorie des systèmes qui est généralisée, moi je la trouve le fun. Et après ça, si on peut l'appliquer au niveau, comme tu mentionnes tout à l'heure, les chaos, si on prend par exemple en météorologie, les tornades, il y a deux vents contraires qui s'en viennent, qui se mêlent ensemble. Tu ne peux pas prédire. Une fois qu'il est formé, tu peux prédire, même dans les prédictions, ils ont de la misère. Si on reporte le même modèle, au niveau de la psyché humaine, c'est-à-dire que la personnalité des gens serait ni plus ni moins que l'attracteur étrange de leur évolution. Oui. En fait, ce que monsieur parle d'attracteur étrange, si vous avez entendu sûrement l'expression, c'est un papillon qui bat de l'aile au Brésil va aller influencer ce qui se passe chez nous. C'est ça finalement, quelque chose qui est complètement à l'extérieur. C'est un but qui se passe à l'extérieur, et là, ça va influencer tout. Parce que c'est ça qui est l'indéterminisme aussi. Parce que dans le déterminisme, tu vas avoir une relation linéaire, une relation directe. Tandis que dans les déterministes, tu ne sais pas ce que ça peut donner. Mais dans les systèmes chaotiques, il y a aussi justement une portion de déterminisme, dans le sens où on ne sait pas où ça va aller exactement, mais ça va tomber sur l'attracteur de Lorentz. Ben, ça va. Ouais, en fait, ouais, là, si. C'est
parce que là, en fait, ton attracteur, si par exemple tu as un pendule ou quelque chose du genre qui fait des boucles, tout ça, si tu mets ton système, si tu as un deuxième pendule qui s'accroche après, qui va aller d'un mouvement d'un autre, ils sont capables de le prédire. Point pendule double. Oui, mais ils connaissent les structures quand même qui vont se produire. Le pendule double devient complètement chaotique. Oui. Mais après, non, après un certain temps, il se stabilise. Parce qu'il retourne dans les mêmes traces. C'est ça, en fait, dans ma tête, j'ai perdu du temps à prendre cette approche-là. Mais en tout cas, c'est pas une perte de temps, ça déjà jamais, ça m'a auto-organisé vers d'autres choses. Il ne faut quand même pas que je me savoir. Je vais rester un petit peu fixé, parce que ça fait longtemps que je réfléchis à ça. Le fameux battement d'aile du papillon qui finit par un tornade. J'aime mieux le prendre de l'autre sens. Ben, ça change peut-être pas grand-chose, mais je me dis toujours, il y a 1 milliard de battements d'ailes de papillon, 10 milliards, 100 milliards. Il y en a un qui finit par un tornade. Alors, j'ai mieux de prendre à l'envers, je dis, toute tornade commence par l'équivalent de battement d'aile. Il y en a 1 milliard dans celui-là. Pourquoi celui-là? Vous avez fini votre conférence en parlant de mon incertitude, et vous avez commencé en disant, l'eau, H2O, c'est pas compliqué. Rien de compliqué. Rien n'est compliqué. Rien de compliqué. Voyez bien, c'est simple. Et vous avez fini en disant mon incertitude. Monsieur, oui. Je vais vous faire une histoire. Je ne crois ni en Dieu, ni en l'amour, ni en la science. Parce que la science, le jour où on va se dire qu'on ne connaît rien, moi, la science, c'est mon plus beau loisir. J'ai une déformation scientifique qui ne sait pas avérer sur le terrain, qui ne sait pas avérer. Peut-être c'était une mauvaise formation scientifique, peut-être. C'est en agriculture. Ça ne sait pas avérer. L'agriculture est en train de détruire. La foresterie a détruit. Les pêcheries ont détruit. L'agriculture, attention là, c'est 90% du territoire où on habite. Et cette agriculture est en train de détruire. C'est pas de la mauvaise volonté. Je ne dis pas que le monde est méchant. Voyez-vous ce que je veux dire? Quand je vois Hubert Reeves, un des plus supposément compétents, se faire ce qui lui reste de cheveux à 2 mains, ça me fait 4 mains, chaque main. Hein? Mais quand je le vois dire, il n'y arrivera pas, j'ai toujours le goût de lui dire, monsieur le scientifique, remettez votre science en question, de grâce, ça passe. Parce qu'on s'en va. On n'y va pas. On n'est pas capable de comprendre. La certitude avec laquelle vous avez terminé, je l'apprécie. Mais la certitude avec laquelle vous avez commencé, celle-là, la difficulté. Bonne chance, monsieur. Merci beaucoup. Mais est-ce que je peux donner un commentaire? Bien sûr. Non, vous avez absolument raison. En fait, quand j'ai commencé au début, la certitude, c'est pour définir les structures et les fonctions. Ça, c'est à cause du réductionnisme. C'est connu, les structures et les fonctions. Mais comment les deux travaillent ensemble, c'est ça qui n'est pas connu. Alors, si on définit une structure, on définit une fonction, ça, c'est la certitude. C'est-à-dire que dans la certitude, tu es capable de prévoir quelque chose. Il peut y avoir une infinité de structures, une infinité de fonctions. Absolument. Ah, alors, après, est-ce qu'on est intelligent? Il n'y a absolument rien qui dit qui est défini. Est-ce qu'on est intelligent? Est-ce que nous avons une intelligence infinie? Alors, ça nous est inaccessible. Pourquoi pas? Ben, pas maintenant, pas moi, excusez. Je parle de moi. Je suis un con. Je suis un scientifique con. Une autre question. Encore des félicitations pour cette conférence et puis pour les réponses. Moi, pour aller dans
faire suite à ce que mon prédécesseur a dit. Moi, je crois en Dieu, je crois en l'amour, puis je crois en la science. Mais c'est facile. Dieu, parce que Dieu est amour, selon une conception répandue, en Orient et en Occident. Alors là, c'est la même chose. Quant à la science, aux sciences, à l'esprit scientifique, là, c'est en quoi je crois exactement, pas juste au résultat, mais plutôt à l'entreprise. Plutôt à une façon d'examiner les choses, de mesurer, de les observer, de les aimer. Parce que si on n'aime pas ça, on arrête de fouiller les grenouilles, puis les insectes, et tout ça. La plupart des gens aiment la nature, aiment la matière aussi, parce qu'on peut très bien aimer la matière. Bon, je reviens aux questions qui ont été posées, et je m'attendais à une réponse sur la téléonomie. Il n'y en a pas eu, sauf que le mot personnel est passé, puis là on est parti dans toutes sortes d'autres affaires qui s'éloignaient de la téléonomie. Moi, je me suis dit, monsieur le conférencier, François Benoît, il croit à la téléonomie, mais il n'y aura pas de lancer ça comme ça, parce que là, il y aura toutes sortes d'autres questions après. Et moi, en tant que croyant, je ne suis pas certain d'y croire à la téléonomie. J'ai l'impression que s'il y a un Dieu amour, il laisse faire, il laisse aller. Et il laisse aller le courant, qu'il y ait sa chance, que les atomes, les centaines qu'on connaît, là, les stables, les instables, puis qu'ils vont s'organiser. Ils vont s'organiser pour faire quelque chose. On ne sait pas si ça va être beau, on ne sait pas si ça va être laid, mais on a confiance qu'avec un Dieu amour, ça va plutôt aller bien, malgré tous nos malheurs. Alors, c'est ça, c'est plutôt l'esprit scientifique auquel je crois, puis avec une confiance dans la vie que je ne peux pas justifier. J'aimerais ça juste que vous fassiez un retour sur la téléonomie, car depuis Kant, là, dans la critique de la raison pure, puis après, il est moins clair, mais en général, dans l'esprit scientifique, il n'y a plus de finalisme, il n'y a plus de finalité, il n'y a plus de téléonomie, ou tout ce qui pourrait remplacer ça. En fait, en un sens, vous avez raison, d'un autre côté, vous ne l'avez pas. En fait, le dessin intelligent, quand on a Chardin, le point alpha et oméga, je suis baptisé catholique. C'est pas évident parce que toute l'éducation que j'ai eue, probablement la majorité qu'on a eue ici, fait en sorte qu'on n'a pas le choix d'aller vers la téléonomie. Dans un esprit d'explication des choses, pour moi, si je vise la téléonomie, ça devient un blocage pour essayer d'expliquer quelque chose d'autre. Quand tu dis qu'il y a une finalité à quelque chose, ben, tu penses que tu n'as rien à voir là-dedans. C'est Dieu qui a créé tout. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Parce que pour ne pas m'empêcher justement d'aller plus loin là-dedans, je suis obligé de laisser ça de côté. Question ici. C'est ça. J'ai une autre question. Moi, je me pose la question. Je sais que la Lune a des effets sur les marées. Et la théorie astrologique dans ça, il y en a beaucoup qui prétendent que l'astrologie influence l'être humain. Est-il possible que les fréquences magnétiques influencent les acides acryliques que vous avez mentionnés tout à l'heure? Peut-on, dans un laboratoire, créer des amalgames avec des acides acryliques qu'on n'a jamais vus, avec des fréquences électromagnétiques? Je ne peux pas dire. Je sais que les essais qu'on a faits, nous, en biologie synthétique, en fait, c'est des algues
qu'on incite à augmenter la production. Encore là, c'était la téléomie, c'était d'augmenter la production de l'air en jouant avec des champs magnétiques. Puis ça a fonctionné. Ça, c'est normal parce que tu as reconstitué dans un autre domaine, un autre système. Tout ça. Mais le reste, je ne peux pas aller plus loin que ça. Au niveau de l'humain, tout ça, les effets, les hautes fréquences, les effets, ça. Même si moi je dis j'y crois, ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est pas une question de croyance, c'est une question d'avoir des preuves de quelque chose. Puis les effets qui ont été faits, en fait, au niveau des champs magnétiques, par les cours, par les taux de transmission, ces choses-là. Hydro-Québec dit si on fait des analyses, c'est pas vrai. Puis les contre-analyseurs ont dit que c'était vrai. Plus que ça. Disons, je ne sais pas plus que toi. En d'autres mots. Bravo! Ah, on a une autre question. Oui. En bleu. Michel. J'y connais pas beaucoup en sciences, mais quand même, j'ai une question à poser, à savoir, en ce qui concerne, en fin de compte, la complexification des disciplines comme la physique, la chimie, la biologie, est-ce qu'on aurait pensé, à un moment donné, avoir un langage commun qui permettrait davantage, en fin de compte, d'expliquer pourquoi ces molécules-là, en fin de compte, en arrivent à se former de telle façon plutôt que pas, et dans quel contexte? Actuellement, on s'aperçoit que dans notre univers, puis là, je pose un petit peu une seconde question à travers tout ça. Il y a des chambardements climatiques qui sont énormes. On dit que ce sont pratiquement jamais produits. On dirait qu'on devient, nous, un énorme laboratoire, en fin de compte, comme être humain. On chambarde, en fin de compte, tout ce qu'il y a au niveau des molécules, si vous voulez. Et puis, on a fait quelque chose qui est pratiquement imprévisible. Tout ce qu'on se rend compte, c'est qu'on semble être démunis, en fin de compte, dans ce qui vient. Puis il y en a qui disent même, qui prophétisent, en fin de compte, une fin du monde d'ici une cinquantaine, une soixantaine, une centaine d'années. Donc, je ne sais pas si à travers tout ça, il est possible de pouvoir faire une réflexion. En fait, en tant qu'environnementaliste aussi. Donc, je suis quand même content de la question. Puis, je suis content aussi de la réponse que j'ai trouvée au niveau des structures générales et des systèmes auto-organisationnels. Moi, j'ai confiance que l'humain va s'organiser avec les fluctuations nouvelles qu'il y a présentement dans la nature. On va trouver une façon. C'est pas la pensée magique de dire « Ah, les scientifiques vont trouver une façon ». Non, 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 c'est pas les scientifiques. C'est l'homme qui va s'organiser autrement. Ça peut être au niveau social, ça peut être à n'importe quel niveau, on ne sait pas lequel. Nous, on a. Je pense toujours qu'on va nous pousser un troisième bras au niveau de la réunion, c'est pas ça. Au niveau social, comment tu vas t'arranger, comment tu vas modifier ta structure sociale pour faire en sorte que ton environnement ne perturbe pas ton humain. C'est beaucoup plus là-dessus, à court terme, que je vais avoir un effet. Parce qu'avant d'avoir un effet, c'est un organisme vivant. Il va être passablement là. À moins qu'il y ait des effets sur la biologie moléculaire, sur les gènes, puis tout ça, ça se peut. Mais de là à ce que tous les 8-9 milliards d'humains sur la planète puissent avoir cette modification génétique-là, c'est quasiment pensable. Mais une modification dans la société, avoir une éco-société plus respectueuse. Juste un complément à cette question-là. En laboratoire, on travaille puis on joue vraiment, en fin de compte, sur le vivant. Oui. Souvent, en fin de compte, ce qu'on fait en laboratoire, ça se répercute aussi dans notre environnement. Si on prend le niveau de la santé, entre autres, on peut provoquer, en fin de compte, en chaîne, des réactions qui font que telle maladie, éventuellement, est susceptible de se propager. Dans certains cas aussi, on en guérit. Il y a donc une interaction qui se fait entre ces deux systèmes-là. Ce qui est possible de voir comment, en fin de compte, l'être humain, de façon prudente ou imprudente, agit présentement sur le monde pour
en arriver aux conséquences qu'on a ou qu'on peut éventuellement voir. Je sais qu'on peut être soit optimiste, soit pessimiste pour l'avenir, mais c'est au niveau de la compréhension plus large, en fin de compte, qu'on pourrait peut-être s'interroger ici. Oui, mais en fait, la question est bonne, sauf qu'en laboratoire, on ne peut pas travailler chez les humains. La seule chose que je peux dire, c'est que la population mondiale est un laboratoire. Les diverses sociétés qui vivent dans diverses conditions climatiques ou diverses conditions environnementales, si on analyse ces sociétés-là, c'est là qu'on va voir ce qui peut se produire ou pas. Comme en Chine, ils ont une pollution de l'air fantastique, en Inde également. Dans d'autres pays où l'eau est encore polluée, elle n'est pas traitée, ils boivent de l'eau d'égout quasiment. Dans d'autres pays, c'est des sécheresses, il manque d'eau potable. Si on analyse ces populations-là, comment ils s'adaptent à ces milieux-là, comment ils s'auto-organisent, si on prend les mêmes termes, c'est ça finalement l'adaptation. C'est l'auto-organisation. Comment la société réagit, elle, à ces effets-là. Puis un grand exemple, en fait, quand on regarde les films, la guerre 39-45, l'immigration de population qu'il y a eu en Europe, c'est incroyable. Partout, ça appelle un message. Comment s'en est sorti, en fait, au début qu'appelle la Deuxième Guerre, la société, c'est quand même sortie gagnante. Mais là, on tombe dans d'autres choses, puis vous connaissez plus que moi là-dedans, au niveau des histoires, puis des philosophies sociales, ces choses-là. Avant la guerre, c'était des systèmes totalitaires qu'il y avait en Europe. Il y a eu un outil d'Europe incluant une autre dictature. Et là, il y a des millions de morts. En Italie, en Espagne. Oui, mais ça continue. Oui, ça a continué. Mais ça a fini par s'estomper. Ça a été long. Ça ne s'est pas fait en 10 ans. Ben, c'est notre génération qui avons vécu tout ça par après. Nos enfants vont vivre quoi, eux, en termes de société? Puis là, on se rend compte qu'au niveau de l'environnement, c'est rendu assez grave. Mais c'est facile de retourner. Parce que c'est juste dans les années 50 qu'ils ont commencé l'ère industrielle, la chimie industrielle. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont faites, tout ça. On a encore à faire. Merci. J'ai une autre question. L'épigénétique dont parle Joël de René, pourrais-tu jouer dans notre transformation sociale parce que c'est qu'est-ce qu'on mange, nos habitudes de vie, nos liens sociaux. L'épigénétique, c'est pas le génétique, mais ça peut influencer sur l'absorption ou la production de certaines protéines ou non. Donc, des manifestations dans le code génétique qui vont avoir lieu ou qui n'auront pas lieu. Fait que ça pourrait changer notre code génétique quasiment là, à moyen terme, même pas très long. Oui, ça se peut. En fait, c'est ça, l'effet va être sur nos enfants. Pas nos enfants, ça va être inclus nos petits-enfants. Parce que nos petits-enfants sont là. Nos enfants sont là. Oui, il y a des laboratoires qui corrigent les erreurs dans les gènes pour en remplacer d'autres. Attendez, il y a des questions, madame? Le génie génétique, c'est différent. Le génie génétique, c'est pas des corrections. Parce que l'épigénétique, c'est l'effet externe sur le code génétique de l'humain. En fait, c'est là où ça prend une troisième oreille. Je pensais que tu irais dans le sens de, comme on est dans une grosse crise, qu'à cause de processus épigénétique, on était pour réagir, puis réussir à s'en tirer, puis trouver des nouvelles expressions de protéines ou autre chose qui nous aideraient à traverser la crise climatique. Je pensais que c'était ça que tu aboutirais comme question. L'épigénétique, ça pourrait expliquer pourquoi on a des cancers. Tu sais. Puis on peut justement, si tu manges bien, si tu as des bonnes relations sociales, tu n'as pas trop de stress,
tu as des bons amis, puis tu ris assez, mettons. Bon, l'épigénétique, ben si, autrement dit, ça pourrait t'influencer à avoir une meilleure vie, puis à vivre différemment, de sorte que on a des protéines pour détruire des cellules de cancérigènes, cancéreuses, qui se suicident, on les fait suicider. Mais si le code génétique n'envoie pas ces molécules pour donner l'ordre aux cellules cancéreuses de se détruire, parce qu'ils sont empêchés dans notre façon de vivre, tu manges mal, puis tout ça, ça en peut l'empêcher. Si au contraire on le favorise, ben tes cancers, tu vas l'avoir, mais tu n'en mourras pas, tu vas l'éliminer tranquillement tout le temps, puis tu vas te maintenir. On est toujours en train de se maintenir. Maintenir l'homéostasie, maintenir l'équilibre, puis où on peut se détruire. Mais il y a un autre phénomène en plus de l'épigénétique, il y a l'épimimétique. Ça, c'est un peu différent. C'est les concepts qui circulent dans la société, comme le dualisme platonicien, mettons. Il y a deux mondes. Il y a un monde transcendant et un monde matériel. Ben, c'est des concepts qui circulent. Est-ce que ça aussi, ça peut influencer dans notre société? Autrement dit, de nouvelles idées vont peut-être surgir qui vont nous amener à vivre différemment aussi. L'épimimétique, c'est des mêmes au lieu des gènes, c'est copié sur des gènes, donc une structure, mais c'est des MES en grave MES. Fait que c'est ça que parle Joël Laurani, là, mais c'est juste pour dire ça. Puis il y a une autre question, je pense. La femme à côté de toi, oui. Moi, avez-vous quelque chose à dire par rapport à ça? En fait, je vais vous laisser répondre, puis après ça, je vais y aller. Donc, par l'épigénétique, j'ai peut-être mal compris ta première question à propos d'épigénétique, parce que, en fait, c'est un effet sur le code génétique comme tel. Moi, je l'avais vu comme ça, en termes de biologie moléculaire et tout ça. Épigénétique, toi, de la façon que tu l'entends, c'est les effets des molécules externes, par exemple les pesticides, les herbicides, ces choses-là, sur l'organisme qui fait en sorte d'accélérer ou former des cancers et tout ça. C'est pas pareil. C'est différent. Ben, ça va avoir une influence sur le code génétique. Ou non. C'est pas prouvé. Mais en fait, c'est parce qu'à l'âge où ça se produit, c'est parce que déjà, tu as eu des enfants, tu as eu des populations. Tu vas avoir une niveau des animaux comme tel, ce qui se produit. Au niveau de l'humain, c'est trop long. On fait plein de recherches aujourd'hui. Quelle serait la recherche la plus importante qui ferait avancer au niveau de l'évolution de l'humain? Parce qu'on est dans toutes sortes de directions. Puis selon vous, y a-t-il une piste, là? C'est-tu l'environnement? C'est-tu les gènes? Moi, je viens tout mêler, là, puis je me pose souvent la question, c'est quoi la priorité? C'est quoi qui est urgent? Sur quoi qu'on devrait se concentrer? En fait, c'est pas au niveau scientifique. La science physique, science biologique, qu'on va trouver. C'est le développement de l'humain comme tel. Son intériorité, en fait, madame en a parlé son passé. J'avais aimé son discours. C'est la personnalité. C'est là-dessus que c'est important. C'est comme ça que tu vas plus influencer la société. Puis après ça, vont se faire. C'est vraiment là-dessus, il faut encourager les gens au développement intérieur. Je ne sais pas si c'est la théorie. Ça là, je crois. Ça va dans les dernières. Dernière question. J'ai tellement parlé. Mais j'en viens pas, là. Il faut qu'on fasse attention à la science. La science de Dieu, la science de la science. N'est-ce pas, Clément? La scientologie. T'aimes ça que ça? L'avenir de l'homme, c'est pire que ça. C'est ce que j'ai pensé en déduisant tout ça, là.
c'est que l'avenir de l'homme était dans l'intuition. Pas la mienne, pas la sienne. Je suis désolé, je vous connais. Pas la sienne, pas la vôtre. Mais celle qu'on va mettre ensemble. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. On a la planète et nos intuitions. Tout ce qu'on va accrocher après ça, à moi je crois à Allah, à Vishnu, à Yahvé, à Dieu. Alors, c'est pas fini du tout, là. C'est effrayant, là. C'est sky the limit, là. On n'a que nous, on n'a que nous. Clément, toi et moi, on n'a que nous, avec tes voisines, tes jolies voisines, avec lui. On n'a que nous. Alors, et la science comme un loisir extraordinaire, avec une intuition partagée. Parce que la science, je vais vous citer mon philosophe préféré. Vous allez peut-être le reconnaître. Mon philosophe préféré qui disait, si le savoir que l'homme a besoin pour savoir qui il est, où il est, quel est cet univers, si ce savoir est infini, c'est un premier si, là. Et si son intelligence est finie, donc la science ne nous est d'aucune utilité. Il ne nous reste quoi que l'affection, l'intuition partagée. Le philosophe, c'est moi. Mais je suis à peine mourir, là, je vais vous débarrasser bientôt. Conclusion. Ma conclusion, c'est à moi de la donner. Je vous remercie d'avoir été ici. Puis également d'avoir accepté que je donne la conférence. Parce que ça m'a forcé vraiment à me creuser les méninges. Et également à adapter les conférences. C'est la première fois que je m'adresse à un public qui est non chimiste ou physicien, tout ça. Mais être capable de transmettre ça. Je pense que les gens ont compris l'essentiel du message. C'est que il y a du ouvrage à faire. Mais que le système il est auto-évolutif. Merci François. Merci tout le monde.